Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de faire confiance à Télé 7 et surtout à ce magazine Entretien. Nous allons essentiellement parler aujourd'hui des questions d'actualité, notamment l'investiture du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante et les enjeux de ce changement à la tête de la centrale électorale. On va également parler de la clôture, en tout cas, de la session parlementaire au niveau du Parlement, avec ces remous qu'on a constatés vers la fin, notamment en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Et enfin, si possible, on pourra aussi évoquer la situation de sécurité dans les autres pays en attendant la fin de ces pourparlers interminables de Kampala. Et pour essayer d'évoquer toutes ces questions, nous avons sur ce plateau le professeur Abbé Richard Mugaruka. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Monsieur l'abbé, on commence avec la CENI. La CENI a un nouveau président. C'est connu, c'est l'abbé Apollinaire Malou Malou qui revient. Votre première analyse en tant que professeur d'université, et c'est lui qui connaît un peu bien ce domaine des élections. Bien, j'ai constaté, comme tout le monde, que la candidature de M. l'abbé Malmal à la tête de la CENI a suscité presque une crise au sein de l'Église qui est censée être la plateforme à partir de laquelle il a été désigné à ce poste-là. Effectivement, lorsqu'on regarde froidement ce qui s'est passé, on se rend compte que les choses ne se sont pas déroulées dans la transparence et que, alors que la CENCO, c'est-à-dire la Conférence épiscopale nationale des évêques, avait décidé qu'aucun ecclésiastique ne prendrait part comme membre à l'organisation des élections ou ne serait pas membre de la CENI, eh bien, on constate qu'il y a un ecclésiastique qui, par des voies qui sont tout sauf transparentes, est parvenu à non seulement à se faire élire par les autres confessions religieuses, et non pas par celle dont il émane, et que, en plus, sa candidature a été retenue. Ça pose problème non pas seulement au niveau de la procédure, mais au niveau des conséquences et des implications de cela pour l'Église. En effet, le plus grand risque n'est pas celui lié à la procédure, à l'opacité de la procédure de sa désignation, mais aux conséquences que cela va produire. Oui, conséquence, monsieur l'abbé, déjà beaucoup de gens parlent de la division au sein de l'Église à la suite de cette candidature. Est-ce qu'il a obtenu l'autorisation de son évêque ou pas? Est-ce que le droit canon refuse ou interdit à un ecclésiastique d'occuper un tel poste? Tout ça, il y a beaucoup de choses qui se disent là-dessus, mais quelle est votre lecture et qu'est-ce que vous pouvez donner comme éclairage à ce sujet? Partons de deux principes. Le premier principe, c'est que le temporel est le domaine de l'apostolat des laïcs. C'est-à-dire qu'en fait, les prêtres ont comme mission l'évangélisation et par conséquent, ils doivent pouvoir laisser la gestion du temporel aux laïcs. Et dans notre pays, nous ne pouvons pas nous réjouir que les laïcs demandent aux prêtres de se substituer à eux dans ce domaine du temporel. Ce serait comme pour nous un échec. Notre réussite, c'est quand nous parvenons à former des laïcs capables d'assumer des fonctions dans le temporel de manière et dans l'esprit de l'Évangile. Deuxième chose, le prêtre n'est pas habilité à occuper des fonctions politiques parce que, par définition, sa mission est de rassembler. Et donc, il ne veut pas assumer des fonctions qui comportent le risque de diviser les hommes et surtout de diviser l'Église. Voilà donc les deux principes qui régissent le comportement de prêtres en cette matière-là. Et pour éviter de laisser le jugement dans des cas précis et dans les cas concrets, de laisser le jugement à la discrétion des individus, eh bien, on demande aux prêtres, s'ils veulent s'engager dans le domaine de la politique, d'obtenir exceptionnellement
l'autorisation de leur supérieur direct. Évêque pour les abbés, le pape pour les évêques, et éventuellement le supérieur religieux pour les religieux. Voilà les règlements. Nous nous trouvons ici devant un cas où, primo, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de laïcs capables de diriger la CENI, auquel cas ça serait un échec pour l'Église qui a quand même travaillé à la formation des intellectuels et des dirigeants de ce pays. S'ils ne pourront pas trouver parmi les laïcs des gens capables de remplir les fonctions politiques, c'est un échec pour eux. Deuxièmement, il y a eu une prise de position de l'Église qui tient compte du fait que déjà lors des élections de 2006, vous avez vu combien les églises ont dû subir des préjudices parce que les gens confondaient les résultats les gens qui n'étaient pas d'accord avec les résultats des élections, ils ont confondu son président avec l'église et les églises ont été saccagées. Et donc là, on sait que le risque que la présence de l'ecclésiastique à la tête de la CENI puisse porter préjudice à l'Église est très très élevé. Alors, enfin, oui. dans le concret ici, Oui. on voit la manière dont la CENI a été organisée. C'est un organe qui a été politisé dès le départ, avec une répartition des sièges pour les membres qui tiennent compte de la majorité, de l'opposition. En tout cas, la CENI a été politisée. Et cela n'est pas de bon augure. Il sera difficile, malgré tout ce que les membres de la CENI aujourd'hui affirment, il sera difficile de se démarquer des partis qui les ont désignés à ces postes-là, et donc de jouir de l'indépendance, de la neutralité, de l'impartialité nécessaire pour exercer leurs fonctions. Alors là, le prêtre qui sera seul, quelle sera sa capacité à pouvoir s'imposer à l'ensemble des membres, étant donné que vous savez que c'est un organe qui fonctionne collégialement. Très bien. Tout porte à croire que, en plus de l'opacité qui a entouré la procédure de la nomination, eh bien, le préjudice que cette investiture ou cette nomination d'un ecclésiastique à la tête de la CENI, le préjudice que cela risque de causer à l'Église est tel que la sagesse, la prudence exigerait qu'on s'abstienne, que celui qui a été nommé se retire ou que l'on trouve le moyen de le sortir de là sous peine de prendre le risque de diviser le préjudice de l'Église et de sa mission évangélisatrice et au préjudice même du statut du prêtre qui, de toutes les façons, a comme mission de rassembler les hommes dans la vérité et dans la charité et non pas de l'unité. Très bien, monsieur l'abbé. Alors, pour finir peut-être avec ce dossier, il y en a qui pensent qu'il y a maintenant, au regard de ce qui s'est passé, il y aurait un défi, visiblement, ou un bras de fer entre l'Église, notamment l'Église catholique, à travers la SENCO, et les gens qui ont porté, monsieur l'abbé Malo Malo, contre la volonté de père de l'Église à la tête de la CENI. Quelle peut être la conséquence sur le plan sociologique et sur le plan même de l'organisation prochaine des élections de cette nomination de l'abbé Apollinaire Malo Malo? Oui, cette nomination, cette investiture a provoqué une crise, il ne faut pas le nier, c'est une crise au sein de l'Église. Et l'Église a le devoir de gérer cette crise-là, au risque de devoir en subir tous les préjudices et toutes les conséquences négatives. L'Église doit être capable d'aborder ce problème-là et de sortir l'Église, de sortir le prêtre, de concerner des difficultés et des préjudices qu'il fait encourir à l'Église et dont il ne peut assumer la pleine responsabilité. Alors, je pense que il va y avoir la réunion du comité permanent d'abord, et si les évêques ne s'entendent pas à ce niveau-là, je crois qu'ils vont en appeler à Rome, et à mon sens, à mon humble avis, je pense qu'il faudrait, pour préserver l'Église de devoir subir un préjudice grave, tout simplement autour d'une question de pouvoir et d'argent, parce que la présidence de la CENI, c'est aussi un problème de pouvoir et d'argent. Le président de la CENI est en rang de ministre, et cela pendant 6 ans.
c'est une question de pouvoir et d'argent. Ce serait malheureux que l'Église doive subir la politique, ce qui doivent se utiliser autour d'une question de pouvoir et d'argent. Ça serait vraiment la négation même de l'Évangile. Ça serait même la trahison de la mission et de la nature de l'Église. Très bien. Alors, Monsieur l'abbé, on va changer de registre. On peut maintenant venir au Parlement. Le Parlement se trouve déjà en vacances depuis vendredi. Vous avez suivi les débats, notamment à l'Assemblée nationale, où on a invalidé un groupe de députés nationaux qui ne siègent plus ou qui n'ont même pas siégé pour les autres. Pour certains, d'autres qui se sont absentés pendant un long moment ont aussi été invalidés. Il y a aussi cette affaire sur des motions qui auraient été gelées par le président de l'Assemblée nationale. Les députés qui siègent sur les bancs de l'opposition ont dû quitter à un moment donné l'hémicycle. Après négociation, ils sont revenus. Globalement, comment vous analysez les activités parlementaires, comme surtout elles se déroulent au niveau surtout de l'Assemblée nationale? Oui. Je crois qu'au-delà des questions particulières que vous venez de poser, c'est le fonctionnement même de notre Parlement qui pose problème par rapport aux règles de l'art, par rapport aux règles qui doivent régir le fonctionnement normal d'un Parlement. Il n'est pas normal que le Parlement fonctionne ou que le Parlement se laisse gangréner par la corruption qui règne en maître dans notre société. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que notre Parlement cède à la tentation de se conformer à l'habitude et la coutume selon laquelle chez nous, tout s'achète. Il n'est pas normal que les parlementaires puissent se laisser acheter et que les voix s'achètent que pour obtenir l'approbation ou la désapprobation d'un projet, il faille distribuer de l'argent aux parlementaires. C'est vraiment une catastrophe. C'est eux qui sont chargés de légiférer. Ils devraient être les premiers à signer le devoir sacré de respecter la loi, de respecter la légalité, de respecter l'éthique et la moralité publique. Et malheureusement, on n'a pas l'impression que nos députés se soient élevés au-dessus de la corruption générale qui gangrène notre société et qu'ils soient vraiment à la hauteur de ce qu'on devrait attendre d'eux en tant que législateurs. L'émotion, on a vu la fameuse motion de censure contre le Premier ministre qui a été présentée, qui n'a jamais été débattue, alors qu'elle avait été retenue pour faire l'objet d'un débat. Et cela avant même qu'on ait ouvert les débats. Il y a eu une quarantaine de signataires qui se sont rétractés. Ce n'est pas normal. Et d'autres situations où les parlementaires ont dû être, pour ainsi dire, achetés pour pouvoir se prononcer sur des questions concernant la marche du pays ou l'intérêt général. Eh bien, ces situations-là interpellent vraiment les responsables du pays et interpellent seulement le pays tout entier et l'État. Parce que dès lors que les parlementaires ne peuvent pas échapper à la corruption, eh bien, il y a des mal qui touchent à l'essentiel de la gouvernance et je crois qu'il faut que cela soit l'objet d'un débat. Maintenant, en ce qui concerne l'absentéisme, et les membres du Parlement qui s'absentent régulièrement et qui ne participent pas aux réunions, je vois qu'il y a un règlement, il s'agit de l'appliquer, mais de l'appliquer de manière rigoureuse, de manière impartiale et de manière non sélective. La loi doit être la même pour tout le monde et tout le monde doit être, tous les hommes, tous doivent être égaux devant la loi. Et je pense que c'est la situation qui prévoit actuellement et maintenant il s'agit aussi de demander aux autres députés de prendre soin de respecter l'exigence d'être présent, de participer aux activités du gouvernement conformément à la loi et qu'on ne punisse pas seulement les absents physiques, mais qu'on punisse aussi les absents que je peux appeler effectifs, parce qu'il y en a qui sont présents mais qui ne font rien. Qui ne font rien, alors c'est là justement. Donc c'est une forme d'absence qu'il faudrait pouvoir sanctionner. Je me rappelle que
lors de la législature précédente, un jour, le président a déclaré que sur les 500 aidés parlementaires, il n'y avait que 125 qui travaillaient. Alors bon, ils sont payés chaque mois, c'est pour faire le travail. Si on touche de l'argent pour une prestation qu'on devrait remplir et qu'on n'a pas, donc on ne s'est pas acquitté, il y a là un problème éthique qui se pose et qu'il faut régler. Mais alors, M. Labbé, le problème aussi, il semble que le niveau, beaucoup parmi ces gens laissent à désirer, n'ont pas forcément fait des grandes études qui puissent les disposer à faire un débat houleux sur des questions comme ceux qui se posent aujourd'hui au pays. Est-ce que ça, c'est aussi, ça rentre dans le cadre des élections ratées, en quelque sorte? Oui, et vous savez, ce qui se passe au Parlement montre très bien que nous souffrons, nos pays, les pays africains en particulier, pour la plupart, souffrent d'un déficit de culture politique et de mentalité démocratique. C'est-à-dire que dans les pays à tradition démocratique, on n'élit pas les gens n'importe comment. Il y a des conditions. Ne peuvent accéder à des postes de représentation démocratique que les personnes qui, effectivement, sont aptes, sont compétents pour ce faire. Dès lors que les élections se font sur base de corruption, sur base des fêtes, de corruption par la voie des fêtes, des loisirs, des boissons, de distribution des boissons, etc. Dès lors que les élections donc, se font sur une base qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas réglementaire, il est normal qu'on aboutisse à des situations comme celles que nous avons. Ici, je pense qu'il faudrait tout simplement, pour limiter les dégâts, que le Parlement lui-même prenne l'initiative d'édicter une loi en matière électorale qui pose des conditions pour pouvoir exercer les fonctions de député. N'importe qui ne devrait pas se présenter et briguer des fonctions, surtout s'il n'est pas capable de les remplir. Très bien. Alors, M. Labbé, on va finir avec la question sécuritaire dans l'est de notre pays. On rappelle ici que beaucoup de gens aussi se sont plaints pour dire mais comment le Parlement s'en va en vacances. On n'a rien dit sur la situation sécuritaire. La brigade d'intervention décidée par les Nations Unies se déploie déjà depuis un certain moment au Nord Kivu. Mais apparemment, la situation sur le terrain ne semble pas évoluer. Du côté de Kampala, on fait des prolongations en prolongation. Alors finalement, comment on va s'en sortir? Oui, c'est depuis l'avènement, depuis la guerre qui a été déclenchée en 1998 ou 1996 déjà, que les populations de l'Est vivent dans une insécurité récurrente et persistante. Ce n'est pas normal. Et la gestion de cette question a toujours été calamiteuse. C'est-à-dire que ceux qui doivent garantir la sécurité du peuple, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, et dont la mission première, justement, c'est de sécuriser le peuple. Parce que quand on ne peut pas garantir aux gens la vie, qu'est-ce qu'on peut leur garantir d'autre? Un mort n'a plus de droit. Les gens n'ont de droit que quand ils sont vivants. Et donc, il faut les maintenir la vie. C'est vraiment la mission première des responsables du pays. Or, cette mission-là de sécuriser la population a été, jusqu'à présent, gérée d'une manière calamiteuse. Non pas seulement au niveau des décisions et des stratégies à mettre en place pour assurer la sécurité, mais aussi au niveau de la manière dont sont mises en place, sont gérées les forces de sécurité, l'armée, la police et le reste. Vous vous souviendrez que depuis le dialogue intercongolais, depuis la mise en place des institutions de la Troisième République, on a pris l'habitude non seulement de donner une prime à la guerre, à la violence, mais aussi on a pris l'habitude de réintégrer dans l'armée tous ceux qui prennent les armes. Alors on a créé avec ça une armée des brassés, brassage, mixage, une armée qui est un conglomérat informel des gens venus de tous bords. Et avec ça, on ne peut pas créer un corps organisé. Or, l'armée
l'armée, c'est avant tout une question de discipline, une question d'unité de commandement. Et malheureusement, on n'est pas arrivé à cela. Et la gestion de la sécurité a été très souvent individualisée, personnalisée, confisquée par l'exécutif au détriment du législatif, alors qu'en fait, la sécurité, c'est une question par définition populaire. Les gens qui meurent dans les guerres, les gens qui aujourd'hui sont en déshérence, les 2 millions de déplacés qui sont à Goma, qui sont maintenant de plus nombreux parce que la situation ne fait qu'empirer, eh bien, ce ne sont pas des députés, ce ne sont pas des ministres, ce sont des simples citoyens. Par conséquent, si on veut sécuriser le pays, il faut absolument requérir la participation de la population, la participation de la société civile et en particulier organiser un débat parlementaire sur ces questions cruciales de la sécurité. Et ça manquait. Alors, je crois que là aussi, il y a des choses à changer, des choses qu'il faut changer d'heure d'urgence et apprendre à traiter ces questions de la sécurité en faisant appel à la participation du peuple via ses représentants, c'est-à-dire via le Parlement. Si les parlementaires s'en vont, c'est parce que très souvent, dans cette matière-là, on prend des décisions sans les consulter. On prend des décisions comme si ça ne concernait pas le peuple, alors que la sécurité est une matière essentiellement populaire. Alors aujourd'hui, Kampala, ça tire à longueur. Les M23 refusent la proposition d'accord formulée par le gouvernement. Et c'est pas, on est parti pour je sais quelle, quelle destination pour l'instant. Il n'y a pas de repère, on ne sait pas ça va finir quand. Alors que tout le monde attend que ce dialogue de Kampala s'arrête pour qu'on voit un peu ce qu'il faut faire. Dans cette question-là, dont je ne voudrais pas développer les contours et évoquer la complexité, il faut dire que nous sommes très mal partis dès lors que le gouvernement, l'État congolais n'est pas arrivé à s'approprier ce qu'on appelle le monopole de la violence. Un État normal doit détenir le monopole de la violence, c'est-à-dire être beaucoup plus fort que tous les fauteurs de troubles éventuels, que tous ceux qui recourent à la violence. La faiblesse de notre État dans ce domaine, la démission de notre État dans ce domaine, la différence de notre État dans ce domaine font le lit justement des troubles faits, font le lit des violents, font le lit de tous ceux qui voudraient se faire entendre et revendiquer leurs droits par les armes. Ce à quoi il faut mettre fin, c'est justement à cette manie, à cette belligérance qui est devenue, comme on pourrait dire, institutionnelle. Il faudrait mettre fin à la belligérance et montrer et s'assurer que aucun individu, aucun citoyen ne peut faire entendre ses droits en prenant comme moyen la violence. Et qu'en démocratie, la solution au problème doit passer nécessairement par le dialogue. Quand on ne peut plus dialoguer, il n'y a plus qu'à se donner des coups de poing. Et ici, je crois qu'il est très important, très important qu'on organise un dialogue national autour de ces questions cruciales qui n'ont d'ailleurs rien de politique. La survie des gens, la sécurité des personnes est une question qui n'a pas de coloration politique. Et donc, il faudrait qu'on puisse organiser un dialogue inclusif, non pas seulement sur cette question de sécurité, mais sur toutes les autres questions, parce que, en fait, dès lors qu'un État n'est pas capable d'assurer la sécurité, il faut considérer la sécurité des gens. Il faut considérer que cet État-là est en crise et qu'il faut trouver une solution en démocratie. Toutes les solutions passent nécessairement par le dialogue. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un dialogue inclusif pour pouvoir résoudre ce problème de la sécurité persistante et récurrente, en particulier à l'Est. Voilà, on va finir totalement par là. Nous parlons de l'Est du pays. C'est vrai qu'il faut le dialogue. Beaucoup de gens demandent ce dialogue-là, mais dans quel format? C'est la question que les gens se posent. Mais dernièrement, vous avez été aussi à Addis Abeba. Il y a le président tanzanien qui a proposé que pour résoudre la situation dans les Grands Lacs, il faut que le Rwanda puisse aussi négocier avec les FDLR, l'Ouganda. En fait, tous ces pays-là qui ont des rébellions dans les pays environnants puissent ouvrir des dialogues plus ou moins constructifs pour permettre à tout le monde de sécuriser cette partie de l'Afrique. Comment vous analysez cette proposition qui a déjà été rejetée par le Rwanda Oui, le Rwanda a rejeté la proposition du
président tanzanien qui avait demandé que tous les pays qui ont des rebelles, et en particulier ceux qui ont des rebelles qui sont au Congo, organisent un dialogue avec eux pour pouvoir tous créer des conditions de réconciliation nationale et de leur rapatriement chez eux afin de soulager le Congo. Eh bien, le Rwanda a répondu qu'il ne peut pas négocier avec des génocidaires. Eh bien, pourquoi est-ce que on accepte pourquoi est-ce que les Rwandais, eux, refuseraient de négocier avec leurs génocidaires et on imposerait au Congo de devoir négocier avec les génocidaires des autres États. Si le Rwanda ne veut pas négocier avec ses propres génocidaires, parce que n'oubliez pas que le génocide rwandais était une affaire rwando-rwandaise, les Congolais ne sont pas intervenus dans le génocide qui a eu lieu au Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on doit nous obliger, nous les Congolais, à négocier avec les génocidaires si leur propre pays refuse de négocier avec eux? Vous voyez, il y a quelque chose d'anormal là. Et donc, si on a demandé au Congo de créer des conditions de réconciliation nationale et de démocratie, il faut demander la même chose aux autres pays. Et tant que, effectivement, ces pays-là ne se seront pas réconciliés, ne se seront pas démocratisés, chaque fois qu'il va y avoir des conflits interethniques, ils vont rejeter leurs ressortissants au Congo, qui vont continuer à y entretenir l'insécurité pour vivre et en pratiquant l'exploitation illégale des minerais et des ressources naturelles du pays. Et donc, je pense que c'est très très important que les autres pays récupèrent leurs ressortissants. Vous savez que les groupes, parmi les groupes qui créent l'insécurité, vous avez les FDLR qui sont des Rwandais, vous avez les LRA et les ADF Nalu qui sont des Ougandais, et vous avez de temps en temps les FNL qui traversent la frontière et qui utilisent le Congo comme base arrière. Et donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions pacifiques, des solutions politiques à cette situation si l'on veut sécuriser la région. D'ailleurs, les autres se plaignent, mais les autres pays se plaignent, mais nous n'avons jamais entendu qu'il y avait des rebelles congolais en Ouganda, au Rwanda, au Burundi. Les rebelles, ceux qui sèment le désordre sont tous au Congo. Nous sommes les seuls à devoir à nous plaindre, mais qui n'oublient pas qu'en gardant cette situation-là d'insécurité dans cette région, c'est tout le monde qui a subi les préjudices. Même eux n'auront jamais de paix s'il n'y a pas de paix au Congo, comme la paix sera précaire au Congo si elle n'est pas présente dans les autres pays. Et donc c'est un problème où tout le monde devrait apporter sa contribution. Les Congolais ont donné la mesure de leur capacité à se réconcilier. Il faut que d'autres aussi leur emboîtent le pas, qu'ils organisent des dialogues nationaux afin de pouvoir créer des conditions de réconciliation et de démocratisation dans leur pays. Merci, Monsieur l'abbé, pour toutes ces explications. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain numéro pour votre émission Entretien, c'est déjà pour bientôt. Mais dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Au revoir, Monsieur l'abbé.